Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur reçoit François Vermel. Bonjour François. Bonjour. Alors François, vous êtes conteur, formateur, mais aujourd'hui vous avez accepté de répondre à ces deux petites questions. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous et peut-être de quelle manière vous essayez ou vous arrivez de le mettre dans votre quotidien. Alors François, je vais vous poser les deux mêmes questions que je pose à tous les intervenants en commençant par qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? J'ai jamais réussi à le définir très précisément. D'ailleurs, je me demande si souvent c'est pas plus facile de comprendre ce qui nous rend malheureux ou ce qui nous empêche d'arriver au bonheur plutôt que du bonheur lui-même. Moi, je pense que ce qui nous empêche beaucoup d'arriver au bonheur sont les injonctions, les contraintes sociales qu'on a dès la toute petite enfance, où on est censé se conformer à ceci, à cela. Toutes ces contraintes, il y en a qui nous pèsent peu et il y en a qui nous empêchent carrément de vivre. Quand on voit le nombre de pétages de plomb, pour ne pas utiliser un mot anglais, hein, que font les cadres, par exemple, dans les entreprises, on voit bien qu'ils sont enfermés dans des contraintes, dans des injonctions sociales par leur métier qui sont insupportables et qui font qu'un jour ou l'autre, ils en peuvent plus. Donc, il me semble que rechercher le bonheur, c'est essayer de détecter et d'essayer de dépasser toutes les petites injonctions qu'on a des fois, qui se cachent dans des trucs très, très, euh, comment dire, anodins, qui n'ont pas l'air, mais qui le sont. Je pense que c'est encore pire pour les femmes qui ont des injonctions beaucoup plus sociales que les garçons. Dans la petite enfance, les injonctions des femmes sont surtout sur leur extériorité. Elles doivent pas s'habiller comme ci, elles doivent pas parler comme ça, elles doivent pas aller ici, elles doivent pas aller là. Et les garçons, c'est des injonctions intérieures. C'est-à-dire, un garçon, ça pleure pas. Pourquoi ça pleurerait pas un garçon si ça a du chagrin? Donc, c'est des injonctions qui sont terribles parce que les hommes peuvent pas être eux-mêmes et les femmes peuvent pas se montrer telles qu'elles sont. Donc, on est vraiment coincé par toutes ces injonctions sociales. Et j'ai l'impression que notre société est pire qu'avant. Euh, dans une société traditionnelle, paysanne, où la majorité, c'est-à-dire jusqu'à la guerre 14, où la majorité des gens vivaient à la campagne, quel que soit son regard sur la vie, on trouvait une petite place, quoi. Même l'idiot du village, il avait toujours des petits boulots à faire ici ou là, il donnait un coup de main. Maintenant, l'injonction sociale est telle que la plupart des gens se sentent, comment dire, dévalorisés par la société. Ça va très loin quand un président de la République dit il y a ceux qui réussissent, ceux qui sont rien. Vous vous rendez compte de l'injonction que c'est pour tout le peuple français, quoi. Donc, comment échapper à toutes ces injonctions? Ben, peut-être d'abord en essayant de voir, chaque fois qu'on fait quelque chose, se demander est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ce que je suis fait pour faire, quelque chose qui correspond vraiment à ma nature, ou est-ce que je le fais parce qu'on attend ça de moi? Quelle que soit la personne qui attend ça de moi, que ce soit ma compagne ou mon compagnon, que ce soit la société, que ce soit mon employeur, souvent on attend de nous des choses qui ne nous conviennent pas. Et comment débusquer toutes ces choses? Et puis, comment débusquer les choses que de nous-mêmes, on va faire, on va se restreindre, alors que peut-être on s'éclaterait à les faire. Ça correspondrait. Et là, il y a un enjeu qui est très intéressant, c'est à quoi on sert? C'est quoi notre but en tant qu'être humain dans la vie?
pourquoi on est là, quoi. Et de ce point de vue-là, la société actuelle nous enseigne à l'individu, à l'égoïsme, au particulier. On pense qu'il faut faire du développement personnel, qu'il faut être soi-même, ceci, cela, c'est-à-dire comme si on servait à se servir soi-même. Et à force de me confronter à la vie, j'ai un peu le sentiment qu'on est plus là pour être en lien avec une société. J'emploie souvent cette image qu'un être humain, finalement, n'est peut-être pas plus qu'une cellule dans un corps humain. Une cellule dans un corps humain, elle est là pour faire une fonction. Si c'est une cellule de muscle, elle est là pour être une cellule de muscle. Si c'est une cellule de foie, elle est là pour faire son boulot de cellule de foie. Si c'est une cellule du sang, un globule rouge, elle est là pour trimballer l'oxygène des poumons vers les tissus. Et sa vocation, et peut-être que son bonheur, c'est de faire ce qu'elle est faite pour faire. Et si une cellule décide de faire autre chose, eh ben, c'est ce qu'on appelle une cellule cancéreuse. Et je me demande si cette injonction qu'on a à l'individualisme, à se développer soi-même, à se mesurer aux autres, à être tout le temps dans la compétition, au lieu d'être dans le service des autres, la coopération, la bienveillance vis-à-vis des autres, je me demande si c'est pas une des premières entraves au bonheur qu'on a. Je me demande si cette injonction qu'on a fait pas, comme on dirait, pas une vraie fabrique de malheur dans notre société. Et c'est un malheur pour soi parce que finalement, on ne trouve pas de satisfaction et de bonheur à se regarder le nombril. Et c'est un malheur pour les autres parce que dans une société où on est tous à couteau tiré pour être dans la concurrence, pour essayer toujours d'être meilleur que le voisin, avoir une plus grosse bagnole, avoir une plus belle maison, avoir, etc., une plus grande richesse, un meilleur revenu, on n'est pas en train de mettre du malheur aussi parmi les autres. Donc, il me semble qu'une des premières problématiques quand on s'intéresse au bonheur, c'est cette problématique qui je suis, à quoi je sers. Est-ce que je suis là pour moi, personnellement, ou pour servir l'humanité? Beaucoup de gens ont peur de mourir. Maintenant, des gens très riches, comme le patron de Microsoft, par exemple, rêvent de devenir immortel. Il a décidé que quand il allait mourir, il allait faire congeler son corps, le cryogéniser pour éventuellement se réveiller quelque part. C'est quoi cette idée d'être éternel? La véritable éternité, qu'est-ce que ça serait? Ça serait comme une cellule du corps humain. La cellule du corps humain n'est pas éternelle, elle disparaît sans arrêt, elle a une vie très brève. Mais c'est la condition pour que le corps humain dans son entier continue à vivre. Si les cellules de nos corps arrêtaient de se renouveler, ben, on vieillirait à une vitesse faramineuse. Et c'est peut-être ça, chaque être humain qui meurt. Et s'il a fait son boulot d'être humain, il a servi à développer, à prolonger, à éterniser l'humanité, le grand corps de l'humanité. Et pour moi, mon bonheur, c'est de participer à cette humanité, pas à ma petite vie personnelle. Ça ne veut pas dire qu'on se néglige, ça ne veut pas dire qu'on ne se régale pas à manger une bonne glace quand il fait chaud, à faire un câlin quand on en a envie et quand on le peut, des choses comme ça. Non, ça veut dire que le but final de ma vie, ça va être d'être à ma place dans la société, de participer à mon échelle à ce que cette société soit plus belle, plus grande, plus meilleure, à ce que cette humanité grandisse et soit heureuse. Voilà un peu mon idée. Et cette vie dans le... J'entendais, j'ai écouté les autres
vidéo sur 5 minutes de bonheur. Et ce qui revient souvent, c'est d'être dans l'instant. Et quand on cherche la vie éternelle, eh ben, c'est ça. Parce que qu'est-ce que c'est l'éternité? C'est pas demain, c'est pas encore là. C'est pas hier, ça n'existe plus. C'est maintenant. La seule éternité réelle, c'est maintenant. Donc, en étant maintenant dans le présent, attentif à ce qui se passe autour de nous, attentif au présent, et en ayant comme objectif de servir l'humanité pour qu'elle soit meilleure, eh ben, je crois que c'est là qu'on peut peut-être trouver le bonheur. En tout cas, moi, je me sens pas malheureux. C'est magnifique, c'est magnifique, j'en vibre, j'en ai les poils qui se hérissent à vous écouter parler. Euh, Dans ce regard, peut-être que vous avez une approche déjà individuelle. Là, on est sur quelque chose d'assez général, mais vous, de quelle manière est-ce que vous essayez d'être dans cette cellule? Est-ce que vous avez une approche particulière? Ou alors déjà le fait d'être conteur, aujourd'hui, d'avoir acquis ces connaissances et ces compétences, vous permet d'être plus dans cet instant? Eh bien, je ne peux pas dire que je l'ai théorisé au départ. Moi, j'ai suivi ma vie un peu au hasard. Ce qui est sûr, c'est que dès que j'étais ado, je ressentais ce besoin d'échapper aux injonctions. Euh, je me souviens à l'époque, par exemple, quand j'étais au lycée, je pouvais arriver un jour en jean dégueulasse et le lendemain en costume 3 pièces. Je refusais qu'on m'enferme dans une manière de s'habiller qui doit être celle qu'on attend de moi et dans laquelle je vais être prisonnière. Je revendiquais le droit de m'habiller comme je veux chaque jour, selon l'humeur du jour, et de pas être dans cette injonction d'un uniforme auquel je devrais m'astreindre. Ça posait quelques problèmes avec les profs, je ne vous le cache pas. Et donc j'ai toujours été assez enclin à faire ce que je souhaitais faire. Mais en faisant ce que je souhaitais faire, je me suis aperçu que souvent c'était une injonction. J'ai été entrepreneur dans le bâtiment, j'ai eu des ouvriers, j'ai dirigé une entreprise pendant des années et des années. Et puis quand j'ai arrêté, en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait ça pour prouver que j'étais capable de réussir, entre guillemets, d'être un patron, d'être un entrepreneur, etc. Ce qui était une injonction qui me venait de mon père, qu'il attendait de moi que je sois une réussite dans la société. Et le fait d'être patron était une réussite sociale, pas une réussite personnelle. En fait, ça m'allait pas d'être patron. J'étais pas bien. Et étrangement, sur le tard, à la quarantaine, je suis devenu conteur. C'était inscrit dans mes gènes depuis longtemps, puisque vers 20 ans, j'ai été aux Beaux-Arts à Paris, et pendant un an, j'ai étudié aux Beaux-Arts. Et puis, je me suis rendu compte que être artiste, je faisais de la sculpture, euh, ça voulait dire ne faire que ça. J'ai mesuré en étant aux Beaux-Arts que je pourrais pas me consacrer à une famille, à tout ça, et j'avais envie. J'étais avec une dame avec qui j'ai vécu pendant des années, avec qui nous avons eu des enfants, nous avons vraiment eu une histoire d'amour magnifique. Et je me rendais compte que ça oblitérerait ça. Donc j'ai refusé. J'ai décidé de pas faire ça. Et puis, en fait, c'était compliqué. Et 20 ans plus tard, ça m'a rattrapé sous une autre forme. À la quarantaine, c'est compliqué de devenir sculpteur parce qu'il faut des années pour se faire connaître. Conteur, c'était plus facile. Et depuis 15 ans, j'étais déjà conteur, j'allais faire comme amateur. J'avais même pas l'idée de devenir professionnel. C'est venu un peu par hasard, contre mon gré, quoi. Et une fois que j'étais conteur,
intermittent du spectacle, là, je me suis rendu compte que sur scène, face au public, pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'être à ma place, un sentiment de légitimité que j'avais jamais eu depuis mon enfance. C'est très étrange. Et dans ce parcours de conteur, je me suis rendu compte, un beau jour, j'ai sorti un spectacle qui m'avait pris 10 ans de travail, qui s'appelle Enfants sauvages. C'est un récit de vie qui raconte l'histoire d'un gosse de banlieue qui est en bisbille avec la police d'un côté, et de l'autre côté, l'histoire de Mowgli, du livre de la jungle. Et c'est très étonnant parce que Mowgli se retrouve dans la jungle, il apprend à vivre comme les loups, il apprend le langage des loups, la loi des loups, et un jour, les loups lui disent, toi, t'es pas de chez nous, casse-toi, et le foutent dehors. Alors il va chez les hommes, il apprend la loi des hommes, il apprend le langage des hommes, il essaye de s'intégrer. Un jour, les hommes lui disent, toi, t'es pas de chez nous, casse-toi. Et c'est un parallèle étonnant avec un gosse de banlieue ici de l'immigration, dont les parents sont nés en France, sont français, c'est son grand-père qui a immigré. Lui, il est né en France, de nationalité française, et sans arrêt, on lui dit, toi, t'es pas de chez nous, casse-toi. Et quand j'ai fait ce spectacle, que je portais depuis des années, qu'on a mis 2 ans à mettre au point avec Roland Martinez, le musicien avec qui j'ai travaillé, après ça, j'ai eu une sorte de vide. Et je me suis aperçu qu'à travers ce spectacle, j'avais un peu largué mes derniers, euh, comment dire, angoisses d'enfant. En tant qu'enfant, on nous met des impératifs et on essaye de les satisfaire, on n'y arrive pas. Et c'est une angoisse. C'est on trimballe tout des tas de valises comme ça de problématiques enfantines. Et j'ai l'impression qu'à travers ce spectacle, qui parle beaucoup de la relation à la société, au père, etc., j'ai résolu mes problèmes de relation avec mes parents, avec la société et tout ça. Et donc après, les spectacles que j'ai faits après sont des spectacles qui s'occupent d'autre chose que de moi. Même si c'est des spectacles qui ne parlent pas de moi, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait avant, quelque part, parlait de moi et de ma chagrin d'enfant. Et à partir de ce spectacle, j'ai eu une sorte de libération et ça m'a permis de faire des spectacles qui parlaient des autres. Par exemple, quand il y a eu la guerre au Liban, il y a une quinzaine d'années, ça m'a tellement chamboulé, puisque j'avais vécu là-bas pendant un an, dans mon enfance, que j'ai fait un spectacle qui parle du Liban et de la guerre, avec des contes du Moyen-Orient. Et dans ce spectacle, même si c'est un endroit où j'ai vécu, il n'y a rien de moi. C'est pas moi qui parle de moi. Je parle vraiment de la guerre. Vous voyez? C'est très étrange comme... Et donc, je pense que tant qu'on est encore dans ces contraintes liées comment dire, aux injonctions qu'on a eues dans l'enfance et qu'on continue à avoir comme adulte, ben on a du mal à être heureux. Je reconnais que j'ai gagné beaucoup de bonheur avec ce métier où je me sens à ma place, et puis avec tous ces spectacles qui m'ont amené à dépasser mes peurs, mes traumatismes d'enfant, et qui me permettent maintenant d'être dans une forme de sérénité. Et cette sérénité nouvelle m'a permis d'être transmetteur, d'être formateur, parce que je crois que j'avais commencé un peu avant, mais j'avais un peu tendance à parler de moi en formation au lieu de parler du conte. Et j'ai fait beaucoup de formations en conte avant de devenir professionnel. Et franchement, la moitié des stages que j'ai faits par des conteurs, les conteurs parlaient d'eux. Ils ne parlaient pas du conte. Vous voyez comment arriver à ce moment où on n'est plus enfermé dans son propre ego et on arrive à accéder
à l'univers, aussi bien aux autres qu'à la nature, qu'au monde. Et cette absence d'accès à l'univers fait, dans notre société, fait là où on en est, c'est-à-dire avoir complètement détruit notre planète, avoir éradiqué de la Terre, je ne sais plus combien, je crois que c'est 60% des espèces animales, c'est complètement fou, quoi. Voilà, et puis avoir détruit le climat, si bien qu'on est confronté à des cataclysmes chaque jour. Eh bien, merci infiniment, François Vermel, de ce beau témoignage, de cette belle présentation finalement, de toute votre vision du bonheur, mais également de quelle manière vous avez réussi à l'incarner aujourd'hui dans votre quotidien en développant votre activité et qui vous êtes, cette part à part entière. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ces 5 minutes de bonheur qui vont être un petit peu plus longs, mais c'est pas grave, c'est aussi le bonheur de ce partage. Merci infiniment, François Vermel, de votre participation. Merci à vous, Daniel, et Merci. merci de ce travail que vous faites qui est bien, qui est très sympathique, qui est très utile. Il faudrait que chacun dans le monde soit vraiment en recherche comme vous l'êtes et comme le sont sûrement tous les gens que vous interviewez et qui vous regardent pour que le monde s'améliore vraiment. On essaie de tous de contribuer à cette amélioration, chacun à sa manière. Encore une fois, merci à vous, François Vermel. Je mettrai tous les liens vers votre site, mais également vers les formations en barre de description. Je vous dis à tous au revoir François, et à très vite. Au revoir. Au revoir à tous et bonheur à chacun.